Bon les amis, Emmanuel Macron a encore mis une fois le pied dans l'engrenage de la censure des réseaux sociaux et je vais vous en faire la couverture dans cette vidéo qui va être extrêmement longue. Alors je vais essayer de faire du condensé, mais globalement il va y avoir beaucoup de sources, beaucoup de choses à regarder, à analyser. Donc je vais faire une très longue vidéo qui durera peut-être 30, 40, 50 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Mais sachez que l'ensemble des sources que j'ai à vous montrer et que j'ai analysé avec vous, eh bien si je les épluche avec vous, j'ai au minimum 5 à 6 heures de vidéo. Donc évidemment, je vais couper tout ça en plusieurs petites parties, donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la petite playlist que je vais mettre en ligne bientôt, histoire de pouvoir comprendre tout ce qui se passe autour de la censure des réseaux sociaux, pourquoi on en arrive là, quel est le projet et qu'est-ce qui va nous arriver après, comment ils vont le mettre en application, quelles sont leurs voies possibles, etc. Enfin bref, on va voir plein de choses, ça va être très dense. En tout cas, cette vidéo va être extrêmement dense, il va y avoir beaucoup, là je vois, j'ai pas mal de choses prévues dans cette vidéo, et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver, évidemment. Donc là, on va se contenter des déclarations de diverses personnes, notamment Emmanuel Macron, et on va regarder d'où vient ce projet, pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qui motive en fait l'État et Bruxelles, parce que c'est même pas que l'État français, c'est Bruxelles et même d'autres pays en dehors de l'Union européenne, pourquoi ils en arrivent à vouloir censurer les réseaux sociaux, qu'est-ce qui les motive et comment ils vont faire, tout ça on le verra évidemment. C'est une longue intro, mais vraiment je veux que vous compreniez que le travail est énorme. J'ai été malade une petite semaine, du coup j'ai eu le temps de travailler sans faire de vidéos, etc. Et le travail est énorme, il y en a de partout, voilà, c'est tentaculaire. Et je pense qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos pour couvrir tout ça et bien comprendre où on va, tout simplement. Et on va commencer par la déclaration d'Emmanuel Macron du jeudi 23 octobre 2025 à Bruxelles au Conseil européen. Ça commence de là, enfin ça commence bien avant, vous allez le voir dans cette vidéo, on va vraiment revenir en arrière, on va faire un petit peu dans le futur, enfin bref, on va faire un schmilblick, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il y a plein de vidéos très importantes à regarder. Écoutez bien, c'est intéressant déjà de voir ce qu'Emmanuel Macron a à nous annoncer dès le début. Enfin, tout dernier point qui a été évoqué dans ce conseil sur lequel je veux revenir et qui est lié au sujet numérique que j'évoquais trop rapidement, c'est la protection des mineurs en ligne. Nous avons commencé à bâtir une coalition de partenaires et avec la Grèce, l'Espagne, Chypre, la Slovénie, le Danemark, nous avons dit notre volonté à la Commission d'avancer à titre national sur un âge en deçà duquel les mineurs ne pourront plus accéder aux réseaux sociaux. Avec la directive que nous avons prise, notre acte sur les services numériques, il est possible d'obliger les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs. Et nous sommes en train d'avancer sur les solutions techniques pour le faire. Et nous allons essayer de faire converger tout le monde vers une majorité numérique au niveau européen pour mieux protéger nos enfants. C'est un travail qu'on a préparé depuis plusieurs mois. On a cette première coalition. Notre objectif dans les prochaines semaines va être de rassembler le maximum de partenaires européens pour mettre en œuvre cette décision. Voilà, mesdames et messieurs, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors là, ce qu'on y apprend, c'est que ça fait des années déjà qu'ils travaillent sur un système de surveillance et de contrôle des réseaux sociaux. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ils ont sorti des dizaines et des dizaines de lois pour pouvoir contrôler les discours de haine, etc. Mais c'est très difficile de contrôler l'intégralité de ce qui est publié sur les réseaux sociaux, l'intégralité de ce qui est dit, et surtout, eh bien, ça nécessite des procédures judiciaires. Tu vois, c'est compliqué de faire appliquer tout ce droit. C'est impossible à l'échelle globale de la France ou même de l'Union européenne ou même du monde entier. Donc ils ont besoin d'outils plus performants, des algorithmes, ils ont besoin d'un règlement, ils ont besoin de pouvoir contrôler les réseaux sociaux. Et pour ça, eh bien, ils vont devoir contourner le droit européen. Parce que le droit européen nous protège actuellement. Vous savez, il y a les lois type RGPD et d'autres qu'on verra dans cette vidéo et dans bien d'autres qui protègent les citoyens européens et donc, pour le coup, ça nous protège nous aussi. Et donc, ils vont devoir contourner ces règles avec, par exemple, l'utilisation du DSA, le Digital Services Act, pour pouvoir contourner certaines règles, par exemple celles qui obligent les États à ne pas violer le pseudonymat ou l'anonymat et respecter le droit à la vie privée et aux données privées. Ça, ils vont le contourner tout simplement en appliquant une majorité numérique. Ils vont demander à Bruxelles des outils pour pouvoir surveiller et contrôler l'identité des gens et ensuite, eh bien, ils vont dérouler cet agenda de censure. Mais ça, on va le voir dans toute cette vidéo. Vous allez voir, il y a plein de choses qu'on va décortiquer. Mais globalement, voilà, c'est pour vous expliquer les grandes lignes. Ils ne peuvent pas le faire au niveau national. D'ailleurs, Macron le dit lui-même, on ne peut pas le faire au niveau national. Ça va se passer au niveau européen. On a besoin d'outils européen, on a besoin d'un règlement européen, et une fois que tout sera mis en place, eh bien on appliquera la censure, et vous allez voir comment ils vont s'y prendre, c'est dans cette vidéo que je vais vous en parler. Alors, écoutons la suite, écoutons ce qui s'est passé après cette déclaration. Alors, maintenant, on va regarder une vidéo du 20 octobre 2025, elle dure 47 secondes, écoutez bien, ils vont vous expliquer comment ils vont s'y prendre.
Oui, et en coulisses, l'Elysée espère en convaincre une dizaine d'autres. L'objectif, instaurer dans le droit européen une majorité numérique, autrement dit, donner les moyens aux États membres d'interdire les réseaux sociaux pour les plus jeunes. Emmanuel Macron s'active d'autant plus que la France est déjà opérationnelle. Une loi promulguée en 2023 fixe à 15 ans la majorité numérique en France, sauf que le droit européen ne permet pas de l'appliquer, notamment parce qu'il n'y a pas de consensus sur le moyen de vérification de l'âge. En juin dernier, l'ancienne ministre du numérique, Clara Chapaz, se donnait 3 mois pour faire bouger les lignes à Bruxelles. Le délai a expiré et le chef de l'État a toujours dit qu'il était prêt à agir uniquement en France si le sujet s'enlise à l'échelle de l'Union européenne. Alors ça, c'est pas du tout possible au niveau national, hein. C'est pas pour rien que Macron s'est fait taper sur les doigts lorsqu'il a prononcé ces mots. C'est pas pour rien non plus qu'ils se réunissent tous pour pouvoir faire en sorte que la majorité numérique nationale devienne une majorité numérique européenne. Parce qu'une fois que ça sera dans le droit européen, les plateformes n'auront d'autre choix que de faire appliquer ce droit et cette loi. Donc, on fait comment? Eh bien, on déploie le DSA, on déploie des outils qui vont permettre le contrôle de l'identité et de l'âge de la personne qui utilise les réseaux sociaux, et ensuite c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Parce que, vous l'avez compris, l'âge n'est qu'un prétexte. Derrière, ils ont demandé plus de transparence sur les algorithmes pour pouvoir développer des contre-algorithmes qui vont décider de manière unilatérale qui a le droit de regarder quel contenu, qui a le droit de diffuser quel contenu est légitime, quel contenu doit être supprimé, etc. Enfin bref, c'est le début de la censure des plateformes. Et certaines personnes, dont Gaël, que je remercie, salut Gaël, m'a fait remarquer que dans les déclarations d'Emmanuel Macron ne cite que 3 ou 4 pays. Et cette personne, Gaël, dit il est suivi par personne en fait, il est tellement populaire qu'il peut faire et dire ce qu'il veut, personne ne veut le suivre. Or, eh bien, j'aurais aimé que ça soit le cas, sauf que c'est faux. Parce que, vous allez le voir, je vais vous passer ça sur l'écran, il y a énormément de pays qui ont déjà rejoint la France dans cette volonté de censure, et ça fait peur. Donc, on est sur la déclaration de Paris sur l'action multilatérale pour l'intégrité de l'information et les médias indépendants, publié le 29 octobre 2025 sur le site de l'Elysée. Je vous invite vraiment à lire ce texte, il est assez court, je vous le mettrai dans la description et dans les commentaires en épinglé. Clairement, c'est la charte de la censure. Voilà. Et quand on pense que Emmanuel Macron est seul, eh bien non. Regardez tous les États qui ont souscrit à la présente déclaration. L'Albanie, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la France, le Ghana, la Grèce, l'Islande, l'Estonie, Lituanie, le Luxembourg, Malte, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Sierra Leone, Espagne, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni, Uruguay. Voilà, ça fait beaucoup de pays quand même qui ont rejoint cette charte de la censure, et vous allez voir qu'ils vont y aller à fond la caisse. Et c'est vraiment au niveau européen que ça se joue. Vous voyez bien que Macron n'est que la tête de gondole de ce produit qu'on essaie de vous vendre. Voilà, c'est le marketeur de ce produit qu'est la censure des réseaux sociaux via l'identification des personnes pour le bien de nos enfants, évidemment. Il faut préserver nos enfants. Alors, dans une certaine mesure, je suis d'accord, évidemment, ils veulent rendre les utilisateurs des réseaux sociaux responsables de leurs propos, et selon certains propos, je suis d'accord que des fois ça va très très loin, et que de temps en temps, une petite sanction, ça ne ferait pas de mal à certaines personnes. Mais là, c'est même pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment la censure de certaines informations, parce qu'ils veulent le contrôle du narratif. Vous allez le voir, c'est pas la première fois qu'ils le déclarent, mais je vais vous le montrer dans cette vidéo, ils perdent le contrôle des médias mainstream. Les journaux, papier, internet, la télé, les JT, etc. Ils perdent le contrôle total. De moins en moins de personnes s'informent via les JT et tout. Donc forcément, ils n'ont plus le monopole de l'information. Et ça les embête parce que les gens viennent s'informer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien parce que les informations du monde entier transitent par ces réseaux sociaux. Tu peux aller voir ce qui se passe dans le pays voisin. Alors que, actuellement, si tu mets le JT, personne ne te parle de ce qui se passe dans l'Union européenne même. On va pas te dire ce qui se passe en Hongrie, on va pas te dire ce qui se passe en Slovénie, en Slovaquie, en Moldavie, etc. Non, le seul pays qu'on entend parler, c'est même pas un pays de l'Union européenne, c'est l'Ukraine. Alors là, t'inquiète pas, on y va à fond la caisse. Pour le bien de l'Union européenne, on va te parler exclusivement de la Russie et de l'Ukraine. Bon. Mais derrière ça, voilà, le but, c'est de contrôler les informations qui sont en circulation sur les réseaux sociaux, et donc ils vont de manière unilatérale, c'est-à-dire c'est eux qui vont décider quelles sont les bonnes et les mauvaises informations. Et ensuite, ils vont prendre les bonnes, ils vont les mettre en avant, ils vont prendre les mauvaises et ils vont les mettre à la poubelle. Voilà. Et donc, tu n'auras plus qu'une pensée unique, ce qui est assez rigolo parce que Emmanuel Macron, dans une de ses déclarations, que j'ai pas encore traitée, mais on y reviendra, il parle de cette fameuse pensée européenne. Il faut une pensée unique européenne pour développer l'Europe. Voilà, c'est magnifique, on va y venir. Il y a eu plein de déclarations dans ce sens, des gens qui sont contents en fait qu'on
interdisent les réseaux sociaux à partir de, enfin, avant 15 ans, et vous allez voir que les discours vont tous dans ce sens pour rendre ce narratif plus acceptable pour la population. Écoutez. Alors là, je vais vous mettre une petite sélection de petites vidéos, vous allez voir, c'est pas très long, mais si ça vous saoule, n'hésitez pas à aller dans les chapitres et à avancer un petit peu, même si honnêtement, c'est intéressant de voir comment ils y vont au forceps pour faire accepter aux populations, aux gens qui regardent eh bien, ces médias, que c'est normal d'instaurer un système de vérification de l'âge et une interdiction des réseaux sociaux avant un certain âge. Voilà. Ils te développent tout un narratif pour te dire oui, mais vous voyez, c'est très dangereux les réseaux sociaux, ce qui est vrai dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, on le voit que ça fait des dégâts sur les enfants, sur leur développement. On le voit, on peut pas le nier, même moi je peux pas le nier, d'ailleurs je suis un des premiers à le dire, mais derrière ça, le problème c'est qu'ils instrumentalisent ce fait pour appliquer un système de censure, et par la suite, eh bien, on va dérouler le crédit social. Donc, on instrumentalise une vraie cause, un vrai problème, alors que depuis toujours, ça leur a pas trop posé de problème. Hein. Enfin, je veux dire, la sécurité de nos enfants, ils s'en tamponnent un petit peu le fion, mais quand ça sert leur agenda, ah bah alors là, t'inquiète pas, on déroule le tapis rouge à tout ce genre de, toutes ces conneries. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Écoutez. Il faut pas oublier, c'est qu'on a changé de monde. Les réseaux sociaux, la pratique politique, quand je vous parlais de sprint au tweet, tout débat démocratique maintenant dans l'Assemblée, par les extrêmes, n'est pas fait pour faire avancer le débat, il est fait pour faire une capsule vidéo de 2 minutes, qui est mise sur les réseaux sociaux, et en général, qui raconte des choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, mais pour faire croire aux Français qu'on travaille pour eux. Le président de la République, je crois, cette semaine, réunit les acteurs de ce qui s'était appelé les états généraux de l'information. Parce que derrière l'information, c'est la démocratie. Et derrière la démocratie, c'est comment les gens vont au vote. Et ça, à mon avis, ce sont des éléments qui ne nous dédouanent pas. Et je vous le dis vraiment très simplement. Ça ne nous dédouane pas. Mais il faut que, au fond, même avec nos différences d'approche politique, on soit capable de faire la part des choses, parce que ce que vous dites sur ces sociétés inquiètes et fragmentées, souvent désabusées, pour moi, le seul remède, c'est qu'on soit capable de remontrer, par l'action des partis de gouvernement, au fond, ceux qui ont été au pouvoir et ceux qui aspirent à y revenir, que les extrêmes ne sont pas des solutions, sont au fond souvent des illusions. Alors là, il y a vraiment un petit passage qui m'a interpellé, c'est quand elle te parle de la course au tweet. Vous savez, c'est le moment où elle te dit que les parlementaires sont là pour faire des petites capsules de 2 minutes, pour les mettre sur les réseaux sociaux, pour te faire croire que ces gens-là travaillent pour les citoyens français. Ça, c'est rigolo, c'est limite un aveu, hein. Ces gens-là ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour eux, premièrement, hein, forcément, c'est humain, ils vont travailler pour eux avant les autres, et puis surtout, ils travaillent pour Bruxelles, parce que toutes les lois, ou quasiment toutes les lois, viennent d'en haut. On ne fait plus rien, donc c'est un spectacle permanent, que ce soit de centre, de gauche, de droite, ou des extrêmes, ou de mes fesses sur la commode, c'est exactement pareil. Ils sont tous là pour te faire croire qu'ils travaillent pour nous, citoyens français. Bon, c'est assez rigolo. Moi, je trouve que cet aveu est assez rigolo, parce que ce qu'ils aimeraient quand même, hein, de leur point de vue, c'est d'avoir le monopole de cette information, d'avoir la pensée unique, pour pouvoir évidemment que les gens aillent voter pour eux. Parce que comme elle le dit, juste après, derrière l'information, c'est la démocratie. Et c'est surtout comment les gens sont amenés à voter. Parce qu'évidemment, si on a des gens qui partagent des informations sur les réseaux sociaux, qui te montrent l'envers du décor, qui te montrent les mensonges, les manipulations, qui te montrent la réalité des faits, eh bien t'as pas envie de voter pour eux. Et ça les enquiquine, donc évidemment qu'ils veulent récupérer le contrôle du narratif. Mais vraiment, ce petit passage là où elle te dit que ces gens, ils sont là pour te faire croire qu'ils travaillent pour nous, c'est magnifique. Vraiment, merci. C'est comment qu'elle s'appelle, Montchalin là, comment Amélie de Montchalin. Merci Amélie de Montchalin de nous balancer des petites vérités. Écoutez la suite, ça c'est rigolo aussi. Faut-il interdire TikTok, la plateforme chinoise, Instagram, Snapchat, bref les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? Je suis assez favorable, oui. Un délit de négligence pour sanctionner les parents irresponsables qui exposent trop leurs jeunes enfants au réseau, ça c'est une bonne idée? Je suis pas fan. Moi, je préfère. J'aime pas la sanction comme ça éducative. En revanche, accompagnons les parents sur le plan éducatif par rapport aux réseaux sociaux. Aidons-les et alertons-les, parce que bien souvent, ils n'ont pas conscience forcément de la dangerosité de ces réseaux ou du temps que leur enfant passe dessus. Donc plutôt soyons dans l'éducation parentale à cet égard, l'éducation de la société, parce que nous aussi on les utilise trop, les réseaux sociaux et nos portables. Donc soyons tous maintenant vigilants et conscients de leur danger. Voilà, donc Yael Braun-Pivet nous conseille l'éducation parentale et l'éducation sociétale. Donc en gros, ils vont nous éduquer aux médias. Alors ça paraît anodin comme ça, venu de la bouche de Yael Braun-Pivet, mais vous allez voir que ça vient de bien plus haut. Petit spoiler, ça vient de Bruxelles. Mais je vais vous montrer ça plus loin dans cette vidéo. Dans tous les cas, retenez bien cette petite phrase, hein, l'éducation aux médias.
C'est quelque chose d'assez fou comme ça quand t'entends ça, mais ils vont nous éduquer à l'utilisation des médias, des réseaux sociaux, et ils vont rééduquer la société aux médias. Vous allez voir, hein, retenez bien ce passage-là. Alors, ensuite, on a notre fameuse Aurore Berger, Aurore la bergère. Écoutez ce qu'elle a à nous dire. Je serai aux côtés du président de la République justement dans cette réunion, je pense importante, parce que je pense qu'elle nous concerne tous. Elle concerne nos enfants, nos adolescents, nos familles. Elle concerne la manière avec laquelle on doit agir et réagir. Quand on parle de majorité numérique, par exemple, quand on dit qu'avant 15 ans, on ne devrait pas avoir accès aux réseaux sociaux, ça veut dire quoi? C'est pas une atteinte à la liberté de nos enfants, nos adolescents, c'est la nécessité de les protéger. Moi, j'ai la responsabilité de la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations. Tous les jours, malheureusement, on a des millions et des millions de contenus qui sont partagés et qui sont des contenus racistes, des contenus antisémites, des contenus sexistes, des contenus qui atteignent l'honneur des personnes. C'est pour ça que j'avais convoqué les réseaux sociaux et les plateformes, pour les mettre face à leurs responsabilités et leur dire des choses très simples. Soit ils font le ménage, soit alors on changera la règle du jeu, parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays ne soit pas à l'avant-garde. On doit et on a les moyens d'être à l'avant-garde sur ces questions. Je serai aux côtés du président de la République. Voilà, donc je vais vous le remettre ce petit passage, il est vers ici. C'est pour ça que j'avais convoqué les réseaux sociaux et les plateformes, pour les mettre face à leurs responsabilités et leur dire des choses très simples. Soit ils font le ménage, soit alors on changera la règle du jeu, parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays ne soit pas à l'avant-garde. On doit et on a les moyens d'être à l'avant-garde sur ces... Voilà, vous l'avez bien entendu, soit les plateformes font le ménage, soit ils vont changer les règles du jeu. Et comme les plateformes ne vont pas faire le ménage, eh bien, ils vont changer les règles du jeu. Vous avez vu, juste pour justifier tout ça, eh bien, elle appuie là où ça fait mal, elle appuie là où ça fait peur aux parents. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux sont dangereux. Ils sont dangereux parce que les algorithmes proposent des choses que les enfants ne devraient pas voir, ils ne devraient pas y avoir accès tout simplement, et forcément ça peut créer des traumatismes, des retards, ça peut créer des troubles d'attention, etc. Enfin bref, c'est pas bon pour le développement de l'enfant. Et ça, ils l'ont bien compris, et ils ont utilisé ce petit narratif pour appuyer là où ça fait mal. Alors qu'en vrai, la responsabilité, est-ce qu'elle doit revenir aux plateformes? Est-ce qu'elle doit revenir aux parents? Ou est-ce qu'elle doit revenir à l'État? Personnellement, de mon point de vue, après vous n'êtes pas obligé de partager le même opinion que moi, mais personnellement, je pense que la responsabilité, elle revient exclusivement aux parents. C'est aux parents de protéger leurs enfants. C'est leurs enfants, ils doivent veiller à leur protection et au bon développement de l'enfant. Donc, restreindre l'accès aux réseaux sociaux, mais de manière unilatérale, c'est-à-dire c'est les parents qui décident. Restreindre, voire supprimer les réseaux sociaux, leur donner un téléphone à clapper avec 9 touches, là, comme certains le préconisent, et puis voilà, mettre des contrôles parentaux et gérer ce que les enfants font sur les réseaux. Là, c'est un petit peu plus responsable. Mais non, l'État veut prendre la responsabilité. En fait, l'État ne veut plus que vos enfants soient vos enfants. L'État veut prendre la main sur vos enfants pour que les enfants deviennent les enfants de l'État. Et ensuite, vous l'avez compris, juste avant, la démocratie, c'est comment les citoyens vont arriver au vote. Donc, l'État veut éduquer vos enfants de A à Z pour les conduire au bon endroit, c'est-à-dire à l'urne, et les conduire à mettre le bon petit bulletin de vote pour continuer à être des bons petits esclaves. Évidemment, ça coule de source. Donc voilà, hein, ce narratif, il est quand même bien utilisé, il fait peur à beaucoup de parents, je pense qu'à voilà, 99% des parents, il doit bien y avoir 1% de parents qui est un peu voilà, starbé, mais dans l'ensemble, je pense que ça résonne dans tous les parents. Et donc forcément, c'est plus facile d'accepter ça. Et c'est comme ça qu'ils vont faire accepter cet agenda, évidemment. Écoutez, une autre personne. Là, on est sur Jordan Bardella. Voilà, je le mets à l'écran. Jordan Bardella, qui voilà, fait partie de l'opposition. Bah écoutez, lui aussi, il veut la restriction des réseaux sociaux parce que derrière, eh bien, s'ils prennent le pouvoir un jour, ça pourrait peut-être leur servir quand même. Écoutez. Que les réseaux sociaux sont un vrai sujet de santé publique, qu'ils seront demain et après-demain un véritable défi pour l'éducation de nos jeunes. Et moi, je suis favorable à ce que l'école, notamment, devienne une zone de sobriété numérique et que les téléphones portables, et je le ferai demain si je suis à la tête du gouvernement, soient totalement interdits à la fois au collège, mais aussi au lycée. Vous voulez pas les interdire au moins de 15 ans? Je pense qu'il faut les interdire, évidemment, au moins de 15 ans, mais qu'il faut aussi que l'école redevienne une zone, que les réseaux sociaux sont un vrai sujet de santé publique, qu'ils seront demain et après-demain un véritable défi pour l'éducation de nos jeunes. Et moi, je suis favorable à ce... Voilà, les réseaux sociaux seront demain et après-demain un véritable défi pour l'éducation de nos jeunes. Donc il est favorable à la censure des réseaux sociaux. Parce que, évidemment, vous n'allez pas me faire croire que ce type-là, il ne sait pas où est-ce que tout ça s'amène. Voilà, et il est au Parlement européen, il est dans les confidences, il sait très bien, hein, ils font partie de cette fausse opposition molle qui ne sert plus à rien, si ce n'est à voter des choses, comme par exemple l'interdiction du découvert bancaire. On en reparlera bientôt, hein, ça va faire partie de l'agenda qui va tout doucement, mais sûrement, faire arriver, comme ça, dans notre société, le crédit social.
Mais ça, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, parce que là, si je commence à partir à droite à gauche, on n'a pas fini. Déjà que cette vidéo commence déjà à être longue, alors on n'a pas fini, d'accord? Mais globalement, voilà, hein, ce type sait très bien, et il sait très bien que ça va servir peut-être sa petite politique, peut-être sa petite personne, sa carrière, etc. Donc, puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas aller à l'encontre du système, hein, évidemment. Ils ont perdu leur courage, ils ont perdu leur coronesse. Bref, ces gens-là sont des acteurs. Revenez 3 vidéos plus loin, enfin plus tôt, je veux dire, ces gens-là font semblant de travailler pour vous. Voilà, ça résume tout. Globalement, c'est ça. J'adore les confronter, tu regardes leurs déclarations les unes après les autres, tu vois, il y a toujours un mec qui va sortir quelque chose qui finalement n'est qu'une vérité, quoi. C'est assez rigolo. Ah bref, écoutons la suite. On a notre cher président de la République, avec sa tête de neuneu, là, j'ai fait un bel arrêt sur l'image, qui nous a tenu un discours complètement lunaire. Alors, il en a tenu quand même pas mal, hein. Ouais, j'en perds mon souffle. Il en a tenu pas mal, hein, des discours lunaires, mais celui-là, il vient encore au-dessus, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau, qui est sur le gâteau, qui est sur le gâteau, qui est sur le gâteau. Il y a plein de cerises, et ça, c'est la dernière petite cerise qui nous a pondu. Écoutez, parce que c'est un peu long, mais il faut vraiment l'écouter. Parce que là, clairement, la novlangue, ils en ont plus rien à foutre. Enfin, elle est utilisée, mais de manière... ouais. Je sais même pas comment le qualifier, parce que très honnêtement, le mec, il y va à fond. Hein. C'est-à-dire qu'il va attaquer les réseaux sociaux de manière frontale. Écoutez, il se cache plus. Quand on a des enfants qui sont exposés 4h40 par jour aux réseaux sociaux, quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus, quand on a ce temps d'exposition qui s'est accru pendant la période Covid et après, quand on a depuis 2 ans maintenant l'IA générative qui arrive dans nos démocraties, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Et la confusion est là. Et c'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout, ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent, et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. Et notre bêtise est là. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne gagnent pas en vendant un numéro de journal ou un abonnement. Ils vendent de la publicité individualisée. C'est pas un crime, juste c'est l'inverse de l'information. Et pour bien vendre la publicité individualisée, ils doivent accumuler des données sur les gens et les vendre avec un consentement approximatif à des tiers qui vont payer très cher cette publicité, des annonceurs. Mais surtout, ils sont mus par un processus qui est de créer l'excitation maximale, qui créera le maximum de trafic pour maximiser leur page de pub. Et donc, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, un rapport à l'argumentation, la vérité, est complètement mis en l'air. Puisque l'argumentation est moins forte que l'émotion, et l'émotion négative est plus forte que l'émotion positive, puisque c'est elle qui crée le plus d'excitation. Donc qui maximise l'efficacité économique du modèle, tel qu'il est conçu. C'est exactement ça. Et ça, c'est un processus de dégénérescence démocratique. On a fait n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok, sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle, puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire. Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. Et donc, on a besoin de rebâtir des anticorps démocratiques exactement comme on l'a fait pour ce qui est de la France au 19e siècle face à la presse. Parce qu'à l'époque, on avait une presse qui s'achetait très bien, mais il n'y avait pas de déontologie, il n'y avait pas de responsabilité des éditeurs de presse, il n'y avait pas de profession qui s'était organisée. Et donc, on doit reprendre le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle en régulant. Et ça a été très bien dit, il ne peut pas y avoir de l'anonymat pour tout le monde et pas de responsabilité. Il doit y avoir une responsabilité, on l'a mis dans la directive des services, DSA. Derrière, on veut la liberté, mais on ne veut pas la liberté pour des gens qui n'existent pas. Les bots, les faux comptes devraient être interdits. Et si une plateforme ne nous garantit pas qu'elle supprime ses faux comptes, elle doit être interdite elle-même. Et on doit absolument avoir la transparence sur les algorithmes pour voir s'il y a des biais de être partagés. Aujourd'hui, dans nos démocraties, notre système d'information ne fonctionne plus. Voilà, c'est une très très longue vidéo. Alors on en fera l'analyse morceau par morceau, comme j'ai l'habitude de faire dans certaines vidéos. On en fera l'analyse parce qu'il y a énormément de choses à analyser. Et franchement, cette vidéo elle est effroyable. En gros, il nous fait le tuto pour être le parfait dictateur de l'information. En gros, c'est ce qu'ils font, mais ils veulent le monopole, d'accord? Ils sont en train de dire qu'ils ont perdu ce monopole, hein, c'est ce qu'il dit, hein, les moins de 40 ans s'informent sur les réseaux sociaux, ou majoritairement sur les réseaux sociaux, et que du coup, ils ont perdu ce contrôle-là. Aucune responsabilité.
ces gens-là, les gens qui partagent de l'information, donc par exemple moi, on n'a aucune responsabilité par rapport à ces informations qui sont partagées. Donc il doit y avoir une responsabilité. C'est dans le DSA, il te le dit clairement, d'ailleurs je sais pas qui c'est qui regarde, mais il te dit oui, on l'a mis, oui c'est bon, oui on l'a mis, c'est dans le DSA, dans le DSA, mais voilà, ne sont pas faits pour faire de l'information. Donc moi je suis pas fait pour faire de l'information, et c'est normal, je ne suis pas journaliste, moi je suis juste là, je partage mes opinions, et puis après celui qui adhère, il adhère, celui qui n'y adhère pas, il n'y adhère pas, et puis surtout, je vous invite tout le temps à faire preuve d'esprit critique. Je veux dire, prenez mes informations, allez voir à droite, allez voir à gauche, faites-vous votre propre avis. Et lui, ce qu'il veut là, c'est que vous alliez voir les informations qui sont partagées exclusivement par des médias. D'ailleurs, à un moment donné, il parle d'Elon Musk, hein, puisqu'il dit oui, majoritairement les gens vont sur X pour s'informer, puisque c'est le seul réseau où tu as la majorité des informations qui circulent de manière assez libre. Et il dit clairement, comme il fait de l'internal réactionnel et puis qu'il fait, il fait de la politique, eh bien, c'est corrompu. Le réseau est corrompu. Donc, on ne peut plus lui faire confiance pour avoir de la bonne information. Et donc, il faut nous faire confiance à nous, qui avons le monopole des médias, parce que les milliardaires ont tous acheté les médias et que donc on les possède tous. Voilà, ils sont tous pro-macronistes, donc, j'ai envie de te dire, voilà, c'est leurs médias à eux, quoi. Ça, c'est voilà. Et après, il te parle d'anticorps démocratiques. Alors ça aussi, hein, on en fera l'analyse. Et c'est pour ça que cette vidéo-là, elle est importante. C'est parce qu'elle fait écho à d'autres vidéos. Et vous allez voir quand même Barrot, Jean-Noël Barrot, reprend des termes comme ça, virus, etc. Il faut vacciner. C'est pas le premier à l'avoir fait. C'est Ursula von der Leyen, la première, je crois, qu'il l'a fait. Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Mais globalement, tout ça, ça suit un agenda. Et quand tu relis les points, tu t'en rends bien compte. D'accord ? C'est pas genre une vidéo comme ça. J'ai beaucoup entendu parler les gens sur les réseaux sociaux de cette vidéo en particulier. Oui, Macron, il est en roue libre, il est devenu complètement fou, c'est un dictateur. Non, c'est un marketeur, il est là pour appliquer son agenda, c'est un putain de pantin, il est là pour faire appliquer l'agenda et le faire avancer le plus vite possible et surtout le plus loin possible. Parce que derrière, quand tu tires un petit peu les fils et que tu déroules tout ça, tu vois une toile d'araignée qui se dessine et le centre, ça converge toujours au même endroit. Et ça fait peur, voilà, il faut vraiment que les gens le comprennent. C'est pour ça qu'on fera une analyse plus complète de ce petit passage, parce qu'il est très très important, les amis. Il y a d'autres déclarations qu'on va voir, parce que, regardez, alors cette vidéo-là, non, c'est pas celle-ci, de toute façon, on va l'écouter en premier. Globalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, on a le narratif de l'âge des 15 ans, qui est ressorti parce qu'il faut protéger les enfants, etc. Mais vous allez voir que Greg Tabibian, il a fait la liste de tous les narratifs depuis un certain temps qui ont été utilisés pour justifier la fermeture des réseaux, le censure, etc. Bref, écoutez, c'est intéressant. Cette liste est vraiment très intéressante. Je répondais hier à un vidéaste qui disait oui, bravo les complotistes avec le zizi à Brigitte, maintenant avec vos conneries, on va avoir le truc. Donc j'ai fait une petite liste non exhaustive. Ils ont toujours des prétextes. Petite liste non exhaustive des narratifs qui ont été utilisés pour justifier un discours d'Emmanuel Macron ou d'un de ses ministres sur la nécessité de réduire les réseaux sociaux. Antivax, gilets jaunes, Russie avant la guerre en Ukraine, Russie depuis la guerre en Ukraine, pornographie, narcotrafic, violences faites aux femmes, Chine, Elon Musk, Donald Trump, élections en Roumanie, islamophobie, antisémitisme, racisme, climato-scepticisme, terrorisme islamiste, groupuscule identitaire / extrême droite, intelligence artificielle, harcèlement scolaire, fraude fiscale, protection des données personnelles, théorie du complot en général, Pizzagate, etc. et effet des écrans sur le cerveau des enfants. Ils peuvent trouver ce qu'ils veulent. Ça, c'est très bien. Et encore, ça, c'est juste ceux où je me souviens dans les 10 dernières années avoir fait une chronique dessus. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres encore. Et il y en a sûrement d'autres. Par contre, là, je vous invite vraiment à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Mettez des petits cœurs dans les commentaires massivement, parce que là, avec la liste qu'il vient de faire, cette vidéo, elle va être shadowban. C'est obligé. Là, c'est une liste de mots-clés qui sont repérés par les algorithmes pour censurer ta vidéo. Donc, si t'as pas une communauté derrière, si t'as pas, genre, comme Florent Philippot, 638 000 abonnés, la vidéo, elle finit dans la poubelle de YouTube. Donc là, j'aurais peut-être pas dû passer ce passage-là, justement. Mais bon, je compte sur vous pour faire comme d'habitude. Vous êtes des amours, vous poussez à fond la caisse ces vidéos. Et franchement, c'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas, hein. Là c'est le moment, partagez, likez, commentez, parce que sinon cette vidéo elle va finir dans les méandres de YouTube. Oh mon Dieu. Voilà, c'était ces déclarations là que je voulais vous montrer à la base. J'ai pas très bien réglé mon truc, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, vous avez eu la liste non exhaustive de tout ce qui peuvent te sortir pour aller chercher cette censure. Écoutez cette déclaration d'Emmanuel Macron, ça dure pas très longtemps, mais globalement, tu vois la psychologie qu'il y a derrière, et tu vois le véritable enjeu, c'est d'aller prendre les gens et de les responsabiliser pour les faire taire. Parce que si derrière tu responsabilises les gens qui partagent de l'information qui est considérée comme de la désinformation et donc un danger pour la nation, eh bien tu es sanctionné. Donc si tu as peur de cette sanction, tu vas te taire. Et c'est le but, écoutez. Moi je pense que d'abord il faut qu'on essaie de vraiment les réguler. C'est ce qu'on a commencé avec DSA et DMA. Et pour moi les réguler c'est de dire quoi ?
vous avez une responsabilité sur les contenus, et donc on peut s'il y a de la haine en ligne, s'il y a ceci, on peut vous condamner et aller chercher les gens. 2, de plus en plus leur demander la transparence et la loyauté sur les algorithmes. Quand vous avez un tel progrès, un tel mouvement de la société, c'est pas vrai qu'on arrivera dans un seul pays à bannir ces réseaux qui permettent malgré tout d'informer, d'échanger des contenus, qui ont aussi une part, si je puis dire, positive. Par contre, je pense qu'il faut les réhumaniser et les domestiquer. Il faut les mettre à notre main. Il faut les mettre au service du projet qui est le nôtre, de notre préférence collective. Et ça, c'est un combat européen. Moi, je pense que voilà, c'est un combat européen, il faut les mettre à notre main, notre préférence collective, il faut réhumaniser les réseaux sociaux, il faut les domestiquer, donc vous êtes du bétail, on va vous apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, comment penser, etc. Bref, et puis les moutons noirs du troupeau, on va les mater. C'est quand même violent, hein, ce genre de propos, hein, mais c'est pas le seul, hein. On a déjà fait une analyse complète de cette vidéo, donc je vais pas la refaire, je vous inviterai tout simplement à aller regarder mes anciennes vidéos là-dessus, vous allez voir que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment sur la vidéo qui va suivre. Celle-ci, elle est tout aussi lunaire, et je vais vous montrer aussi la source de cette vidéo, parce que de temps en temps, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais on voit qu'il y a des coupures sur cette vidéo, donc qui nous dit que c'est pas de l'intelligence artificielle, que les mots n'ont pas été mélangés pour donner un sens différent à ce qu'il a dit réellement. Eh bien, vous pouvez voir son discours dans son intégralité. Il est sur le site de l'Élysée, donc comme ça, il y a 37 minutes, je crois, de vidéo, mais là, je vais vous passer un petit passage de 2 minutes 16. Et déjà, en 2 minutes 16, ça fait flipper, écoutez bien. Nous avons laissé un espace public démocratique s'installer, où les gens sont tous en cagoule, anonymes, où la règle, c'est plutôt qu'il faut insulter l'autre si on veut être populaire, où vous ne savez pas dans cet espace public, imaginez une grande place, si vous avez des vrais gens ou des fausses personnes, et où vous donnez une égale valeur à quelqu'un qui crie beaucoup plus fort et qui vous dit « ce vaccin n'est pas un vaccin, ce que vous me dites là est faux » et qui profère les pires contre-vérités. Nous vivons dans une place publique qui a cette tête-là. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une immense fatigue démocratique et des gens qui aillent de plus en plus vers le nervous breakdown? Je vais le dire en des termes plus directs. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Si nous ne nous réveillons pas, nous, Européens, pour dire nous voulons reprendre le contrôle de nos démocraties, je vous l'écris d'ici 10 ans, tous ceux qui jouent sur cette infrastructure ou avec elle auront gagné. Et nous serons un continent, comme beaucoup d'autres, de complotistes, d'extrêmes, de bruit et de fureur. Si nous croyons dans l'ordre démocratique, remettons la science et la connaissance au cœur, remettons l'autorité scientifique au cœur, remettons la place de la culture, de l'éducation, de l'apprentissage au cœur, protégeons nos adolescents et nos jeunes de ces réseaux sociaux. Donnons des règles à ces réseaux sociaux pour qu'ils aient en quelque sorte les mêmes que ceux de l'espace démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gens cachés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faux comptes qui créent de faux emballements, et faisons respecter les mêmes règles. Quand vous avez un journal, vous êtes responsable de ce qui s'y publie. Quand vous avez un réseau social, vous devez être responsable de ce qui s'y publie. Sinon, c'est le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre qui triompheront sur notre continent. Nous avons les moyens de rebâtir une démocratie du XXIe siècle, simplement, il faut ce sursaut. C'est à nous de le faire. Voilà, ils veulent rebâtir une démocratie, une nouvelle démocratie du XXIe siècle. Sous-entendu, l'actuelle est soit très fragilisée, soit elle n'existe déjà plus. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, si dans 10 ans rien n'est fait, il ne restera plus que sur ce territoire des complotistes, des extrêmes, des populistes, etc. En gros, ils auront perdu. C'est pour ça que je vous invite toujours à continuer ce combat de l'information, parce qu'ils ont peur et ça leur fait mal. Voilà, et ça les met en danger. C'est pour ça qu'ils veulent réguler les réseaux sociaux. Hein. Les enfants, ils n'en ont rien à carrer. Ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir arriver avec cette majorité numérique dans le règlement européen, ce qui va leur permettre d'appliquer le DSA sur les réseaux sociaux, ce qui va leur permettre de contraindre les plateformes à se plier à certaines règles. Vous l'avez vu, hein, la transparence algorithmique, la responsabilisation des personnes qui partagent l'information, etc. Ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que les moins de 40 ans qui s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux reviennent s'informer majoritairement sur les réseaux mainstream officiels. Ce sera des réseaux qui seront certifiés, authentifiés, avec de l'information qui sera certifiée, authentifiée, autorisée, et tout le reste n'existera plus, et sinon les gens seront sanctionnés. Voilà, ce discours il est très important, pour moi c'est la pièce maîtresse de ce qu'ils ont en tête, hein, véritablement. Leur but à eux, ce n'est pas les enfants, voilà, c'est foutaise, hein, c'est conneries. D'ailleurs, si on s'intéresse un petit peu à ce que font les élites, on se rend compte que les enfants, c'est plus des amuse-gueules que des êtres humains.
hein, un enfant c'est un être humain, à protéger. Voilà, ils en ont rien à faire, c'est tout le contraire. Voilà, mais je vous inviterai vraiment à vous renseigner par vous-même, parce que si je commence à arriver sur ce type de terrain-là, qui est pourtant dans le domaine de la pilule rouge, hein, mais si je commence à aller sur ce domaine-là, cette chaîne, elle va pas faire long feu. Hein. Surtout avec la communauté que j'ai, elle est encore trop petite pour pouvoir attaquer ce type de sujet. Il vous faudrait vraiment beaucoup de force. Vraiment. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est vraiment que j'attends d'avoir suffisamment de force derrière pour casser ces algorithmes. Et encore, si tant est que j'en ai le temps, parce que comme vous l'avez vu, ça avance très vite. Et leur objectif, c'est de nous censurer. Et à partir du moment où ils auront réussi à atteindre cet objectif, bon, quel que soit le niveau de la communauté, le niveau d'engagement et le niveau avec lequel vous poussez les vidéos, ça changera plus grand chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on sait que 2026 ce sera l'année de ta chute, comme celle de tous les autres, et que même si tout le monde parle de toi, ça changera rien. Il a raison. Ouais, je n'ai pas retenu le pseudo, mais il a raison. Parce que malheureusement, si ça arrive, s'ils appliquent leur agenda, bon bah, quelle que soit ta communauté, hein, je vois par exemple, tout à l'heure j'ai montré une vidéo de Florent Philippot, 638 000 abonnés, tu peux en avoir 3, 4, 5, 6 millions, ça changera pas grand chose. Si tu n'as pas une autorisation, si tu n'es pas certifié à partager de l'information, si l'information que tu as partagée, elle n'est pas certifié, autorisé, eh bien tu seras responsable de tes actes et donc tu seras mise devant la justice européenne. T'en auras et tu vas crever, voilà, tout simplement. Le média va crever. Et encore une fois, les enfants, ce n'est qu'un prétexte pour faire accepter à la masse, hein, parce que la masse, c'est ça le problème, c'est la masse. Il faut que la masse accepte. Une fois qu'elle a accepté, on s'en tamponne. Oh, de toute façon, ils comprennent rien. On leur raconte ce qu'on veut, ils comprennent rien. Donc, tant qu'on a la masse, c'est bon. Après, les dissidents qui sont réveillés, ben, ils mangeront leur pilule rouge et puis, ben, ils sauteront par la fenêtre. On les poussera. Je sais pas quelle version on choisira, mais il se passera bien quelque chose. Il y a des gens qui vont s'envoler, quoi. Bref. Continuons, parce que si on part sur les dérives de nos élites, on n'a pas fini. Voilà, la vidéo que je vais vous montrer maintenant, elle confirme tout simplement ce que je viens de vous dire là et ce que je vous dis depuis le début. Leur gros problème, c'est la baisse de fréquentation des médias mainstream. Et écoutez Ursula von der Leyen dans son discours du 10 septembre 2025, elle en parle. Ça dure 2 minutes, je vais pas la couper, mais je vous invite vraiment à écouter. Pour ceux qui l'ont déjà vu, réécoutez, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Dans certaines communautés aux 4 coins de l'Europe, les médias traditionnels sont mis à mal. Dans de nombreuses régions rurales, le temps où on allait chercher le journal local n'est plus qu'un souvenir lointain. Cette situation engendre de nombreux déserts d'information où la désinformation prospère. Cela est extrêmement dangereux pour notre démocratie parce que des citoyens bien informés, qui peuvent se fier à ce qu'ils lisent et entendent, sont essentiels pour veiller à ce que les détenteurs du pouvoir soient tenus responsables de leurs actes et rendent compte. Lorsque les médias indépendants sont démantelés, neutralisés, notre capacité à surveiller la corruption et à préserver la démocratie s'en trouve gravement affaiblie. Alors, il faut bien comprendre une chose à ce moment-là, c'est que quand elle parle des médias indépendants qui sont démantelés et neutralisés, elle parle évidemment des médias, des milliardaires, par exemple Bolloré, etc., qui possèdent les médias en France, mais aussi dans tous les autres pays de l'Union européenne. C'est eux, les médias indépendants, hein, qui ne sont pas du tout subventionnés au passage, etc. Et puis, bientôt, si on applique ce qui est en train de dire Emmanuel Macron, globalement, seuls les médias qui seront autorisés à le faire auront le droit de partager de l'information, et surtout, seuls les informations qui seront certifiées, autorisées, auront le droit de circuler. Est-ce que là, on peut encore parler d'indépendance? Voilà, j'ai envie de te dire, si demain, on peut surveiller la corruption, etc., là, ce qu'elle vient de te dire, hein, les citoyens bien informés, comme ça, ils peuvent s'assurer que les dirigeants ne les escroquent pas. Bon, bah, si les médias n'ont plus le droit de passer de certains types d'informations, par exemple, ceux qui concernent les dirigeants, les fraudes, etc., toutes les entourloupes à la con, bah, on fait comment? Comment les citoyens sont censés se défendre? Bah, ils peuvent plus. Il n'y a pas de contre-pouvoir, tout simplement. Écoutez-moi avec attention. C'est ce qui explique que la première étape de la stratégie des autocrates consiste toujours à s'emparer des médias indépendants. C'est en effet ce qui rend possible la régression démocratique et qui permet à la corruption de sévir dans l'ombre. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour protéger nos médias et notre presse indépendante. C'est quand même beau, hein, George Orwell. Hein. Alors là, pour une fois, alors il y a 1 livre, 2 livres, 3 livres par-dessus, il est là, voilà. Vous allez le voir en inversé, hein, mais c'est 1984 de George Orwell, j'en parle suffisamment souvent sur cette chaîne pour vous dire de le lire, parce que ce livre-là, il est incroyable. Clairement, quand tu lis ce livre et que tu fais le parallèle avec notre réalité, bah tu l'as, quoi. C'est l'inversion des valeurs, c'est l'inversion des narratifs. Là, ce qu'elle te dit, c'est clairement ce qu'ils font. Ils se sont appropriés les médias indépendants et ils ont détruit la démocratie. Alors, ils vont défendre les valeurs de leur démocratie. Par contre,
Ils ont détruit nos démocraties. Voilà, on est en dictature. Mais les citoyens français et européens ne le savent pas encore. C'est ça qui est assez rigolo. Enfin, du moins, une partie. Celles qui s'informent sur les réseaux sociaux, hein, les moins de 40 ans qui s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux, eux, ils sont au courant. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont faire pour les faire rentrer dans le moule, si ce n'est autrement que via le crédit social et via la répression, hein, via la sanction. C'est pour ça qu'ils veulent responsabilité. Parce qu'une fois que t'es réveillé, t'es réveillé. Je veux dire, tu peux pas te rendormir, tu peux pas faire comme si tu ne savais pas. C'est impossible. Ils ne peuvent pas te laver le cerveau, c'est impossible. Donc la seule chose qu'il leur reste à faire, eh bien, c'est de verrouiller les médias pour éviter que d'autres personnes se réveillent, parce que plus il y a de monde à gérer, plus c'est dur, hein, évidemment. Et le reste, eh bien, ils vont les tuer socialement, physiquement, professionnellement, économiquement, de toutes les manières possibles et inimaginables, pour qu'ils se taisent. Voilà, tout simplement. C'est la société dans laquelle on arrive, en 1984 pour de vrai. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer un nouveau programme consacré à la résilience médiatique qui soutiendra le journalisme indépendant et l'éducation aux médias. Mais nous devons également investir pour tenter de résoudre certaines des causes coiffantes de cette menace. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé d'augmenter dans le prochain budget les financements en faveur des médias. Voilà, donc en gros, il va y avoir des financements, des fonds qui vont être accordés aux médias. Et en fait, si vous allez voir dans, si je dis pas de bêtises ici, quelque part là-dedans, alors je sais plus c'est lequel, de toute façon on en fera une analyse complète, hein, de cette déclaration. Eh bien, il parle des fonds. Il parle des fonds et les médias qui pourront y accéder. Et en gros, bah, seuls ceux qui seront authentifiés, autorisés, qui respecteront toutes les règles, globalement, pourront avoir accès à ces fonds. Alors, je crois que c'est ici, encourager le développement du Fonds international pour les médias d'intérêt public, un mécanisme multilatéral dédié à la protection et à l'appui des médias libres et indépendants dans le monde, afin de répondre à l'ampleur des difficultés auxquelles le journalisme indépendant est confronté et de contrer les investissements dans la manipulation d'informations. Alors, on regardera tout ça, bien évidemment, dans le détail. Vous allez voir que ce qui est écrit ici, parmi tous ces points-là, eh bien, c'est très intéressant parce que, globalement, bah, ceux qui vont suivre cette doctrine, enfin ceux qui vont globalement propager les mensonges et surtout la propagande étatiste et européiste et mondialiste, eux, ils vont être très bien récompensés, ils vont gagner de l'argent, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, pour les autres, bah, il n'y aura rien du tout à la clé, si ce n'est la censure et puis des sanctions, voilà, tout simplement. Nous devons également créer des conditions favorables aux investissements en capital. Aussi, allons-nous utiliser nos outils pour soutenir les médias indépendants et locaux. La liberté de la presse constitue le fondement de toute démocratie et nous aiderons la presse européenne à préserver sa liberté en dépit de vos cris. Voilà, donc tu as une partie de ce Parlement européen qui n'est pas très content, hein, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. D'ailleurs, dans un autre moment, elle les attaque directement. Elle dit, il semblerait que certains d'entre vous aient à craindre de ce qui va suivre. Je vais vous le montrer dans la suite. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais globalement, tu as la moitié ou un peu moins de la moitié qui n'est pas content, et puis tout le reste applaudit des deux mains parce qu'ils sont contents. Ouais, tu vois, toujours plus dans le système eurofédéraliste, mondialiste, ils y vont à fond la caisse. Globalement, là, ce qu'elle te dit, c'est qu'ils vont arroser les médias indépendants avec de l'argent européen, donc notre argent. Donc on va arroser encore plus des médias, on va les subventionner encore plus pour pouvoir faire plus de propagande. Alors là, ça parle des médias indépendants. Alors est-ce que c'est juste les médias officiels mainstream ou est-ce que c'est aussi les médias influenceurs type moi, par exemple, on peut me considérer comme un influenceur si vous voulez, mais globalement, les médias qui vont dans leur sens. Par exemple, si je faisais de l'information, mais qui allait toujours dans leur sens, eh bien, je serais dans leur bonne grâce et donc potentiellement, je pourrais avoir accès à certains financements, à certains fonds, etc. Potentiellement. Je ne sais pas si elle parle des youtubeurs et autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent encore plus arroser d'argent les médias mainstream qui sont déjà bien déficitaires sans subvention. D'accord ? Alors maintenant, on va regarder une toute petite sélection de vidéos d'Emmanuel Macron, des vidéos très très courtes dans lesquelles il s'exprime sur les réseaux sociaux, sur leurs restrictions et surtout sur les outils qu'ils vont utiliser pour pouvoir faire appliquer ces restrictions. Écoutez, c'est très... Moi, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Voilà, il faut un âge pour accéder aux réseaux sociaux, ça protège 15 ans, et à un moment donné, il te parle de l'interdiction de l'usage des téléphones portables avant 11 ans. Alors on va pas se mentir, mais l'usage des téléphones avant 11 ans, ça peut être quand même utile, notamment pour contacter tes enfants, ou pour que tes enfants puissent te contacter à n'importe quel moment. C'est jamais une urgence, un besoin, un danger, hein, ça peut être très intéressant. Bah là, on veut te l'interdire. Alors comment on va faire ?
Il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est responsabiliser les parents et encore une fois, les sanctionner s'ils ne respectent pas cette loi. Alors c'est pas une loi au sens strict du terme, il n'y a pas de loi qui interdit les enfants, actuellement en tout cas, d'utiliser un téléphone avant 11 ans, mais potentiellement plus tard on pourrait très bien imaginer ça, hein. Ils peuvent aller encore plus loin, il n'y a pas de problème. Donc ils pourraient rendre les parents responsables et si les enfants avant 11 ans ont un téléphone sur eux, eh bien les parents se feraient sanctionner. Après on peut imaginer toutes les sanctions possibles et inimaginables, mais voilà. Ce genre d'annonce, quand même, c'est effroyable. Hein. Enfin, je veux dire, là, c'est clairement, on t'empêche d'accéder à tes enfants à n'importe quel moment. J'ai envie de te dire, Nokia 3310 ou iPhone, bon, les parents ont le choix. Mais si au moins on peut leur donner un 3310, ça va. Là, c'est l'interdiction des téléphones portables avant l'âge de 11 ans. Donc, tu vois, ça pose un problème. L'usage des téléphones portables... Si c'est tous les téléphones portables, bah tes enfants, tu les joins plus. Voilà. C'est cadeau. Une autre vidéo où il t'interdit les réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans, mais écoutez, là, dans celle-ci, il va proposer des solutions. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour contrôler les enfants? Parce que c'est bien beau de l'interdire, mais maintenant, il faut pouvoir contrôler les enfants, savoir si c'est des enfants de moins de 15 ans qui sont derrière le téléphone, l'ordinateur, etc. Et bien pour ça, il faut bien, quand même, authentifier la personne. Non, mais surtout, nous allons pousser au niveau européen et au niveau français, nous mobiliser l'interdiction des réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Et je le dis pour les plus jeunes ici, parce que c'est d'abord comme ça, on a toujours cette réflexion qu'on a menée depuis plusieurs années sur ce qui est la majorité numérique, mais ça va être de demander à ces réseaux sociaux et aux plateformes de vérifier l'âge. Elles ont la possibilité technique de le faire. Et on a de pronotes à l'identification par des identifiants nationaux, voire l'identification faciale, la possibilité technique de le faire. Mais c'est s'assurer que nos enfants, nos adolescents, ne seront pas exposés à ces réseaux sociaux. Où, on le voit et maintenant c'est prouvé de manière très claire scientifiquement, se joue beaucoup du harcèlement, où se joue aussi de la brutalité, si je puis dire, et des pratiques, des normes sociales qui sont en quelque sorte poussées. Et on voit des corrélations depuis que ces réseaux sociaux sont utilisés par les adolescents. On a, si je puis dire, une épidémie de troubles du comportement alimentaire, une épidémie des problèmes d'attention, une épidémie de violence, etc., etc. Et aujourd'hui, on n'a aucune garantie sérieuse et aucune modération sérieuse qui est faite par ces réseaux. Et donc, il faut le faire sans distinction, mais avancer sur ce sujet qui est un élément de protection. Voilà, encore une fois, il joue sur la corde sensible des parents en pointant du doigt le rôle des réseaux sociaux dans leur développement, les dangers, les dérives, etc. Je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf qu'on le voit bien, hein, l'objectif c'est d'arriver à cette reconnaissance faciale ou, comme il l'a dit, à l'identifiant national. Alors, ça sera un identifiant national numérique évidemment, mais ça il te le dit pas, mais ça va arriver puisque le d'e-wallet est obligatoire pour tous les pays de l'Union européenne, ça doit arriver d'ici 2027, tous les pays doivent proposer une identité numérique nationale à leurs citoyens. Évidemment par la suite ça deviendra un portefeuille numérique avec tout centralisé dedans, l'euro numérique viendra se rajouter à tout ça et ça sera le début du crédit social. Mais pour l'instant, eh bien, il faut habituer la population à l'utiliser, il faut commencer à la fliquer, il faut commencer à récupérer des données et surtout il ne faut pas perdre le contrôle sur notre système, parce que comme ils le disent, et ils le répètent, et je vous l'ai montré plein de fois, le système a peur des informations du système alternatif, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ils ont perdu le narratif, ça les met en danger, et le problème c'est que si toute la population se réveille, et comme c'est le cas actuellement, hein, je veux dire, il y a une coalition de pays de l'Europe de l'Est qui sont en train de faire une scission, en fait, entre guillemets. Ils sont en train de vouloir créer un nouvel État européen, enfin une nouvelle Europe, dans l'Europe. Enfin, tu vois, ils commencent à se rebeller. Alors évidemment, ça leur pose problème. Alors c'est la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, pour être précis. Il y a d'autres pays qui veulent se rajouter là-dedans, donc ils sont en train de perdre le contrôle et ça va pas du tout. Donc évidemment, il faut absolument aller plus vite dans cet agenda et il faudrait surtout pas perdre le contrôle de la narration en attendant que ça s'applique. Ah, ça accélère dans tous les sens, hein, mais leur but c'est ça. Et c'est vraiment dégueulasse d'appuyer comme ça sur voilà, la sensibilité des parents. Parce qu'effectivement, quand tu es parent, je l'ai déjà dit, je me répète, mais quand tu es parent, bah, tu peux pas accepter que tes enfants soient en danger. Mais encore une fois, quelqu'un qui regarde ça, il doit se dire, s'il a des enfants, il doit se dire, ah oui, c'est vrai ce qu'il dit. Bon bah tout de suite, je vais prendre une application, je vais restreindre l'accès à Internet à mes enfants, je vais commencer à mettre un code parental, je vais commencer à leur dire, bon bah tu n'as plus le droit d'aller sur cette application, ou voilà, tu conditionnes 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour, pas plus. Voilà, c'est ça la responsabilisation des parents. C'est pas les contraindre en leur cassant le bras, tu vois, ils le tordent jusqu'à ce que ça explose. Et puis voilà, enfin, t'as bien compris que c'était de la foutaise. Je veux dire, s'ils protégeaient vraiment les enfants, pourquoi
dès qu'on dénonce des réseaux pédocriminels, on finit shadowban, on finit avec des procès, on finit avec des chaînes qui sautent. Enfin, allez voir sur TikTok, hein, c'est impossible de parler de ça sans se faire clôturer son compte, etc. Enfin, je veux dire, on protège de tout sauf de ça. C'est bizarre quand même, hein, d'accord? Donc, c'est 2 poids 2 mesures, c'est toujours pareil avec eux, mais bon, c'est effrayant. Ensuite, une autre vidéo où il te parle justement de ces fameuses possibilités, et encore une fois, il le répète, et vous allez voir, écoutez. Numéro d'identifiant et dire est-ce que tu as plus de 15 ans ou moins de 15 ans. On sait faire de la reconnaissance faciale. Et je vais vous dire, c'est exactement ce qu'on a fait avec la régulation européenne pour réguler les sites pédopornographiques. Pardon, pornographiques, tout court. Pour faire justement une vérification de la majorité. Je savais pas qu'il y avait des sites pédo... Pardon, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de site en accès libre et que du coup ils avaient commencé à réguler avec l'identité numérique et la reconnaissance faciale, hein, des fois que. Alors peut-être qu'il y a un réseau alternatif, j'en sais rien, mais voilà, tu sens bien que ces gens-là ils sont pas là pour te protéger, hein. C'est les lapsus comme ça. C'est leur réseau à eux, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Si je commence à rentrer dans les pratiques de ces élites, alors là je pointe pas du doigt Emmanuel Macron en personne évidemment, hein, vous comprenez très bien que c'est toute l'élite qui est potentiellement là-dedans, et bien plus d'ailleurs, hein, il n'y a pas que l'élite, mais que c'est un système qui est énorme. Et j'ai pas envie de rentrer dans cette vidéo là-dedans parce que je sais que ça va m'apporter des problèmes et que c'est pas du tout le but de cette vidéo, hein, mais on en reparlera. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Si je vois que la censure arrive, on en reparlera avant que je sois censuré, puis après on se dira au revoir, hein, parce que il y aura plus moyen de se parler, tout simplement. Mais voilà, déjà, ce genre de lapsus en direct sur France TV, c'est quand même gros. Écoutez, enfin je le remets quand même, c'est fou. La reconnaissance faciale. Et je vais vous dire, c'est exactement ce qu'on a fait avec la régulation européenne pour réguler les sites pédopornographiques. Pardon, pornographiques, tout court. Pour faire justement une vérification de la majorité. Ils sont d'ailleurs en ce moment en train de râler pour la France, parce qu'on l'applique. Et donc on doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Parce qu'en vérité... Et vous allez le faire quand? Eh bien, je vais vous dire, c'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. Et il est là, je négocierai avec les Européens, tu vois, c'est là qu'il s'est fait taper dessus. Parce qu'il peut pas, en fait. Tu peux pas négocier avec les Européens pour passer au-dessus du droit européen. Enfin, je veux dire, tu as accepté d'être dans l'Union Européenne, maintenant tu te plies à ce régime qui t'a pris toute ta souveraineté. Enfin, et à un moment donné, voilà, tu assumes. Voilà. Oh, ça fait mal. Mais voilà, ils vont l'appliquer via l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne qui va dérouler cet agenda, je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vais vous le montrer juste après d'ailleurs, parce qu'il y a la déclaration officielle d'Ursula von der Leyen du 10 septembre 2025, où elle te le dit clairement qu'ils vont l'appliquer, et puis on va en apprendre plus dans les vidéos juste après, des outils qui vont être utilisés. Alors là, pareil, la reconnaissance faciale on sait faire, l'identité numérique, etc. Bon, ça va arriver bientôt. On peut pas attendre. Il y a une commission... Voilà, on peut pas attendre. Voilà, maintenant on va regarder une toute petite vidéo de Clara Chapaz dans laquelle elle explique que ça va être possible. Voilà. Depuis le début, je vous dis, c'est pas possible au niveau national, il faut que ça passe par le niveau européen. Et Clara Chapaz nous annonce tout simplement que cela est rendu possible, et on le voit puisqu'ils se sont tous réunis, ils ont tous signé cette déclaration, cette charte de la censure, donc effectivement, c'est possible. Mais écoutez ce qu'elle a dit, c'était le 27 juillet 2025. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Je suis arrivée, on m'a dit, c'est impossible. C'est un sujet européen, c'est très compliqué, on est 27, mais bien sûr parce qu'on a réussi. Grâce à la mobilisation du président de la République qui a embarqué un certain nombre de ses collègues, grâce à la mobilisation que j'ai portée au niveau européen avec les 27 ministres du numérique, avec aussi l'appui de Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, qui m'ont aidé dans leurs ministères respectifs à rassembler aussi au niveau européen. On a obtenu la semaine dernière le fait que nous pouvons, en France, dans tous les pays européens d'ailleurs, inscrire une interdiction des réseaux sociaux en dessous d'un certain âge. Alors ça sera effectif à partir de quand ? Et ça sera fait. Je m'étais donné 3 mois pour arriver au niveau européen. On l'a fait en 2 mois. Maintenant, mon travail, c'est que d'ici les 3 prochains mois, on trouve la meilleure façon de pouvoir avancer en droit national parce qu'on le doit à nos enfants. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Je suis arrivée, on m'a dit... Voilà, donc dans la toute première vidéo qu'on a vue, on entend parler de Clara Chapaz, elle avait 3 mois pour le faire, au final c'est tombé à l'eau, mais en fait non, c'est pas tombé à l'eau, c'est juste qu'il fallait que ça soit inscrit dans le droit national et que ça avance aussi au niveau européen, parce que les outils derrière sont en cours de développement et que ça met un petit peu de temps à arriver, mais que ces solutions vont finir par arriver. Et d'ailleurs je vais vous faire écouter une autre vidéo juste ici et vous allez voir que les outils arrivent, tout simplement. Je vais vous la mettre depuis le début, comme ça vous allez pouvoir avoir accès à toute l'information. Ça dure 2 minutes 10, mais je vous montrerai le moment qui est très intéressant.
Ce que je vous disais en effet, c'est que malgré tout, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ça parce que ça ne va pas assez vite et il faut qu'on puisse reprendre la main, reprendre le contrôle sur la vie de nos jeunes et sur notre vie globalement en France. Et là, il me semble qu'il existe un certain nombre de recommandations que je formule qui peuvent être mises en œuvre très rapidement. La question en effet, qui fait débat, de l'interdiction des réseaux sociaux avant un certain âge, moi je l'assume et nous sommes nombreux à la porter, à l'assumer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à partir de 15 ans, c'est open bar et qu'il n'y a plus aucun danger à aller regarder les réseaux sociaux. Évidemment qu'à 16 ans, on peut être plus fragile et que d'autres jeunes peuvent à 14 ans avoir déjà une force d'esprit qui leur permet de prendre du recul sur ce qu'ils voient. Simplement, je suis persuadée qu'en fixant une limite dans la société, on passe déjà un message très fort à l'égard des enfants, à l'égard des familles, à l'égard de la société tout entière, qui n'est pas passé aujourd'hui de toute évidence. Et donc, je pense qu'il faut qu'on puisse légiférer là-dessus. Par ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais on a une fenêtre de tir qui me semble être idéale, puisque cet été, la Commission européenne nous a expliqué le 15 juillet qu'elle ouvrait cette possibilité aux droits nationaux. C'était pas le cas avant. Vous le savez que la loi Marcangeli que nous avions votée n'avait pas été mise en œuvre puisque le droit européen nous l'empêchait. Aujourd'hui, la Commission européenne, sous la pression notamment de la France, nous dit vous pouvez y aller, vous pouvez légiférer. Je pense qu'il faut évidemment sauter sur cette occasion pour le faire très vite. Par ailleurs, j'ajoute que le sujet central, c'est celui de l'identification de l'âge quand on va sur le réseau social. Si vous pouvez entrer n'importe quelle date de naissance sur le réseau social en vous inscrivant, tout ça n'a pas beaucoup de sens, nous sommes d'accord. Pour autant, là encore, fenêtre de tir idéale, en tout cas je l'estime, puisque au printemps prochain, nous sommes un des pays qui allons tester un logiciel qui va nous être fourni par la Commission européenne pour pouvoir avoir un système de vérification d'âge donc labellisé et fiable avec un système de double anonymat. Donc ça, c'est à l'horizon du printemps prochain, si bien que finalement ces deux ouvertures qui sont celles de la Commission européenne vont nous permettre d'avoir un dispositif qui sera efficace. En tout cas, c'est ce que je souhaite et donc j'estime qu'il faut sauter sur l'occasion. Vous savez, le temps que prend le processus législatif chez nous, on pourrait arriver au printemps prochain avec tout ça en ordre de marche dans notre pays. Alors là, c'est intéressant, elle te parle des jeunes de 15 ans, etc. Et puis elle te dit pourquoi pas 16. C'est vrai, à partir de 16, c'est dangereux. Pourquoi pas 17? Pourquoi pas 18? Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 20? Voire 21? C'est vrai. À partir du moment où tu as ouvert une porte, eh bien, il ne reste qu'à pousser la porte pour l'enfoncer. Donc c'est une possibilité, hein. Puis pourquoi pas l'interdire aux personnes qui sont des dangers pour la démocratie, pour la nation, pour l'Europe. Donc selon ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu partages, tu vas être noté, crédit social, et puis on t'interdira potentiellement d'aller sur les réseaux sociaux de manière temporaire, une semaine, un mois, 2 mois, tu es banni des réseaux sociaux, ou alors tu es banni à vie, avec interdiction de recréer un compte. J'ai entendu parler de ça sur une intervention de je sais plus qui, j'essaierai de la retrouver, mais dans tous les cas, il y a déjà quelqu'un qui a partagé cette idée. On va supprimer le compte de manière définitive et cette personne n'aura plus le droit de recréer un nouveau compte. C'est une possibilité. Je vous la retrouverai histoire de pouvoir appuyer mes propos, mais voilà quoi. Et après, elle te dit, on a une autre fenêtre de tir, la Commission européenne va nous mettre à disposition un outil, un système de double authentification. Alors en gros, c'est déjà ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les sites pornographiques. Donc quand tu vas dessus, tu as tout simplement un système avec une carte d'identité numérique ou avec la reconnaissance faciale. Et donc tu as une entreprise tierce, tu as le site, l'entreprise, elle prend tes données, reconnaissance faciale ou tout simplement tes papiers d'identité numérique, ou même, enfin non je pense pas, c'est juste identité numérique, et ensuite elle envoie un token à l'entreprise qui diffuse les films pornographiques, avec la confirmation que oui, tu es bien majeur, sans envoyer les autres données. Alors ça, c'est pour les sites pornographiques, d'accord, mais qui te dit que l'État, lui, il va se contenter de juste ça. Peut-être qu'il va vouloir à terme toutes tes données. Il va dire oui, ben là, tu vois, ça devient dangereux, les réseaux sociaux, on n'arrive pas à les contrôler malgré qu'on ait donné certaines directives, certains devoirs à respecter aux réseaux sociaux, on n'y arrive pas. Donc maintenant, on a besoin de toutes les données. Donc comme on a déjà mis en place ce système pour savoir qui utilise les réseaux sociaux, quel âge ils ont, et ben maintenant on va prendre toutes les données. Ça, c'est une possibilité. Voilà. À partir du moment où ça sera... je veux dire, quand vous regardez dans les textes, c'est toujours... d'ailleurs, même dans le texte de la déclaration qui a été signé, hein, d'ailleurs, attendez, on va y aller. À un moment donné, il te parle de la sécurité de la nation, même de l'international, reconnaître l'information fiable comme publique, Voilà, reconnaître que les menaces qui pèsent sur l'intégrité de l'information, notamment la manipulation de l'information et l'ingérence étrangère, relèvent de la sécurité nationale et collective niveau européen. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut très bien dire, bon, bah, il y a une certaine catégorie de personnes, qui sont trop dangereux, soit on les met en prison, soit on leur interdit tout simplement d'aller s'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, pour ça, on a besoin de savoir ce qui se passe. Qui dit quoi? Qui fait quoi? Qui partage quoi?
c'est le début de la fin, hein. C'est peut-être ça, la transparence sur les algorithmes, savoir qui partage quoi, pour ensuite déterminer quelle information on garde, quelle information on supprime, quelle personne on garde, quelle personne on supprime. Ce genre de choses, malheureusement. Mais on y arrive doucement, hein. Faut pas rigoler avec ça. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas ça au sérieux, mais ça avance tout doucement, mais sûrement. Je vais vous montrer maintenant une autre intervention d'Ursula von der Leyen. Elle dure 3 minutes, mais écoutez bien, c'est très intéressant. Penchons-nous à présent sur les médias et réseaux sociaux. Ils présentent de très nombreux avantages pour créer du lien entre les personnes. Mais je voudrais aborder un sujet très précis. Les effets de l'accès illimité que nous donnons à nos enfants aux réseaux sociaux. En tant que mère de 7 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants, je ressens l'anxiété des parents qui font de leur mieux pour protéger leurs enfants. Ces parents s'inquiètent qu'à chaque fois que leurs enfants prennent un téléphone, ils puissent être exposés à une multitude de dangers, simplement en faisant défiler l'écran. Le harcèlement en ligne, les contenus pour adultes, la promotion de l'automutilation et les algorithmes qui exploitent les vulnérabilités des enfants dans le but explicite de créer des addictions. Trop souvent, les mères et les pères se sentent impuissants, désarmés, comme s'ils se noyaient face au tsunami des grandes entreprises technologiques qui déferlent dans leur foyer. Donc là, on sort le violon, on fait peur aux gens, on appuie sur ce qui fait mal, encore une fois, on dit attention, c'est dangereux, nanani, nanana. Après, on dit, bah voilà, hein, les parents sont dépassés, il faut les aider. Les parents, ils sont dépassés, ils savent pas prendre le téléphone de leurs enfants, ils savent pas mettre un contrôle parental, ils savent pas mettre des limitations sur les applications, ils sont cons les parents. Donc on va prendre le lead et on va éduquer leurs enfants à leur place. Je crois profondément que ce sont les parents, et non les algorithmes, qui doivent élever nos enfants. Leur voix doit être entendue. La voix des parents. C'est vrai qu'on entend souvent les parents se plaindre du fait que l'Union européenne et les États n'interdisent pas l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Regardez autour de vous, si on en parle souvent, personnellement, j'entends personne me dire ça. Mais visiblement, c'est un problème au niveau européen. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous dire que je suis à l'écoute. De la même manière qu'à mon époque, que nous avons, en tant que société, appris et enseigné à nos enfants qu'ils ne pouvaient pas fumer, boire ou regarder des contenus pour adultes avant un certain âge. De la même manière qu'à l'époque, on a enseigné à nos enfants qu'il ne fallait pas faire ci ou faire ça, que c'était pas bien. C'est les parents qui ont enseigné toutes ces valeurs aux enfants. C'est les parents, c'est ses parents qui lui ont appris tout ça normalement. Donc c'est les parents qui apprennent tout ça. Bah non, aujourd'hui c'est fini, c'est plus les parents. Voilà. Je crois qu'il est temps d'envisager de faire de même pour les réseaux sociaux. Nos amis australiens sont les pionniers dans la mise en place de restrictions sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis de très près la mise en œuvre de leur politique afin d'envisager les prochaines étapes que nous pourrions adopter ici, en Europe. Je vais charger un panel d'experts de me remettre d'ici la fin de l'année des recommandations sur la meilleure approche à suivre pour l'Europe. Nous examinerons ce sujet avec prudence et écouterons toutes les parties prenantes. Dans tous ces travaux, nous serons guidés par la nécessité de redonner aux parents les moyens d'agir et de construire une Europe plus sûre pour nos enfants. Car lorsqu'il s'agit de la sécurité des enfants en ligne, l'Europe choisit de faire confiance aux parents et non au profit. Voilà, donc encore une fois, on se fout littéralement de notre tronche. Hein. On fait confiance aux parents. Mais quand même, on va prendre le lead en empêchant leurs enfants d'aller sur les réseaux sociaux avant 15 ans, voire même l'interdiction d'utiliser des téléphones portables avant 11 ans. Et puis après, bah, on enfoncera la porte vers d'autres mesures. Encore une fois, si c'était que ça, à la limite, ça pourrait aller, hein, entre guillemets. Mais le problème, c'est tout le projet qu'il y a derrière. Évidemment, à partir du moment où tu commences à inscrire dans le droit qu'il y a une interdiction aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qu'il faut un contrôle, qu'il faut donc une identité numérique ou une reconnaissance faciale, donc des données biométriques, etc. À partir de là, c'est la porte ouverte à la suite, d'accord ?
Il y a Chat Control qui n'est pas passé d'ailleurs, on en parlait souvent sur cette chaîne. Chat Control en fait a été annulé, parce que à mon avis ça faisait une trop grosse tollée. Les gens en entendaient trop parler, donc ils vont peut-être te le repasser sous une sauce un petit peu différente, mais une fois que les réseaux sociaux seront sous contrôle. Parce que comme je vous l'ai dit depuis le début, Macron vous l'a dit, tout le monde vous le dit depuis le début en fait, eh bien ils vont imposer ce système d'authentification, mais à côté de ça, en parallèle, ils vont instaurer la surveillance algorithmique via la transparence algorithmique pour créer un contre-algorithme qui va pouvoir contrôler ce que vous partagez, etc. et choisir ce qui va être ou non diffusé. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait d'un rapport que j'ai en plus fait traduire en audio pour que ce soit plus fluide pour vous, et vous allez voir que ça coule de source. Et ça va venir avec la déclaration qui est juste après, d'accord? Parce que là, elle te dit, oui, bon, c'est pour les 15 ans, on fait ça. Mais après, écoute la suite, écoute la suite. Honorables membres, la montée de la manipulation de l'information et de la désinformation divise nos sociétés. Cela n'érode pas seulement la confiance dans la vérité, mais aussi dans la démocratie elle-même. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin du bouclier européen pour la démocratie. Nous devons renforcer notre capacité à surveiller et détecter la manipulation et la désinformation. Ainsi, nous créerons un nouveau centre européen pour la résilience démocratique. Il rassemblera l'expertise et les capacités des États membres et des pays voisins. Il est évident que certains d'entre vous craignent ce nouveau centre. Voilà, tout ça dans un tonnerre d'applaudissements. Alors là, quand elle dit « je pense que certains d'entre vous ont peur », elle parle de l'opposition, de ceux qui ont peur du ministère de la vérité et de la censure. Lisez 1984, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Globalement, c'est son opposition, c'est ceux qui vont critiquer le fait que l'Union européenne devienne de plus en plus autoritaire, qu'elle se centralise, qu'elle dissout les États-nations, etc. Mais bon, voilà, le Centre européen pour la résilience démocratique, c'est tout simplement un centre de la censure. C'est le ministère de la vérité. Voilà, ça arrive chez nous, c'est plus orwellien, c'est littéralement dans notre réalité. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très grave en fait. Ça ne s'arrête pas qu'à la limitation de l'âge de 15 ans. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après, je vais vous montrer une dernière vidéo, puis après je vous montre ce rapport qui parle justement de ce contre-algorithme et de ce que ça va engager. Évidemment, je vous le mettrai en lien dans la description. Peut-être que j'en ferai une traduction complète audio, histoire de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde comme un livre audio, d'accord ? Mais c'est très intéressant, ça montre comment Emmanuel Macron a essayé d'instaurer la censure en France et même en Europe, vu que maintenant tout se joue au niveau européen, la censure en Europe. Mais avant ça, on va avoir une petite réaction de Fernand Catézer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé, député au Parlement européen, ou ancien député, je ne sais pas s'il y est encore, en tout cas il s'est fait démonter parce qu'il avait des positions, entre guillemets, selon comment vous vous placez, pro-russe, en gros il veut pas de la guerre en Ukraine, il est pour la paix, etc., il a voilà, il se met en porte-à-faux avec l'Union européenne, et donc forcément il s'est fait un petit peu bolosser par l'Union européenne. Écoutez ce qu'il a dit. On constate depuis quelques années que l'Union européenne se transforme progressivement en un instrument de censure, en se dotant d'instruments juridiques qui lui permettent de le faire. Nous avons ce règlement sur les services numériques, qui est très dangereux et qui est déjà mis en place. Maintenant, il parle de mettre en place un bouclier de la démocratie. Et ce que fera ce bouclier sera exactement le contraire. Il ne défendra pas les démocraties, mais il les réduira. Je pense que l'Union européenne a également un intérêt particulier dans la crise, et que la Commission et d'autres institutions de l'Union européenne ont saisi l'opportunité s'agissant de la crise en cours en Europe liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont saisi cette opportunité pour s'emparer du pouvoir aux dépens des États membres et aussi pour renforcer leur point de vue en imposant une censure sur les opinions divergentes. Voilà, alors faut pas vous étonner si aujourd'hui vous ne voyez plus tout simplement d'opposition, quasiment plus d'opposition à l'Union européenne, parce que ceux qui parlent, ceux qui s'opposent, se font dégager, ils se font bolosser, tout simplement. Donc ces gens-là, tu les vois sur des chaînes, tu les vois sur des... tu les vois quelque part ailleurs, mais pas au Parlement, tu les vois pas au bon endroit en fait, tout simplement. Donc ils sont littéralement invisibilisés, détruits socialement, professionnellement, etc. Parce que c'est pas les bonnes personnes, ce sont les ennemis de nos démocraties, tout simplement. J'ai une autre vidéo à vous montrer, mais c'est pas celle-ci, je voulais pas vous montrer celle-là, alors juste une petite seconde. Voilà, je l'ai retrouvée, c'est une petite vidéo de Vladimir Poutine qui parle de la censure en Europe, écoutez, c'est très intéressant. Vous avez dit que nous disons toujours la vérité.
Eh bien, probablement c'est l'arme la plus aiguë contre le mensonge imprégné de ce lit de propagande. Oui, je pense que c'est le cas. C'est pourquoi ils ont très peur de nous et essaient de nous discréditer régulièrement. C'est exactement pour cela que partout, on ferme en substance notre unique ressource d'information destinée au public occidental, c'est-à-dire Russia Today. Oui, partout, ils ferment, mettent des obstacles, ont peur de la vérité, y compris de la part de certains de vos collègues venant de pays occidentaux qui travaillent pour Russia Today. Voilà, alors c'était très intéressant. Alors évidemment, de la propagande et des mensonges, il y en a absolument partout. La Russie n'en est pas exempte, mais en Europe, en Union européenne, purée, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai rarement... Je pensais pas qu'on pouvait vivre ça en fait chez nous, déjà en France, mais aussi en Union européenne. On est vraiment parti dans un système communiste soviétique. C'est l'URSS 2.0. Hein. Le URSS, c'est chez nous. Enfin, je veux dire, là, on est parti au niveau stratosphérique de la propagande. Et le problème, c'est que ça nous mène tout doucement, mais sûrement, vers des complications qui seront hors de contrôle. Je veux dire, si on part en guerre contre la Russie, voilà, c'est pas bien. Pas très bien engagé pour nous. Si on repart encore sur une nouvelle pandémie, bon bah si demain on n'a plus de contre-pouvoir au niveau des réseaux sociaux, bah c'est la fête du slip aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent les contrôler, hein, pour pouvoir mieux assurer leur prochaine crise. Vu que voilà, l'Europe, enfin j'arrête pas de l'appeler l'Europe parce que Macron l'appelle l'Europe, mais vous avez compris, l'Union européenne, elle capitalise sur les crises, voilà, les unes après les autres, hop, elle capitalise dessus. Donc forcément, le mieux c'est d'avoir une crise qui soit géré de A à Z avec un narratif unique, une pensée unique et surtout pas de contre-pouvoir. Et là, bah, c'est la porte ouverte en fait. À partir du moment où ils vont censurer les réseaux sociaux et les contrôler, bon bah après ils peuvent aller dans n'importe quel narratif sans avoir d'opposition ni de contradiction. Il n'y a plus d'opposants. Donc après ils peuvent appliquer ce qu'ils veulent. Donc comme ils avancent avec le d'e-wallet, avec l'euro numérique et donc le crédit social qui va arriver par la suite, eh bien s'il n'y a plus de pouvoir d'opposition, normalement les médias sont le contre-pouvoir. D'ailleurs, c'est Ursula elle-même qui le dit, c'est assez rigolo, parce que comme ils inversent toutes les valeurs, ce qu'ils disent, eux, ça s'appliquerait vraiment si c'était des gens honnêtes, sauf qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'ils disent, c'est tout l'inverse de ce qu'ils font. Mais bon, globalement, normalement, un média est véritablement un contre-pouvoir. C'est plus le cas aujourd'hui, ça sera plus le cas demain, encore plus. Imaginez ce qu'ils pourront faire. Regardez ce qu'ils ont fait pendant le C19. Hein. On en reparlera. On va déboîter un petit peu les conneries de Macron, mais vous allez voir que ce qu'ils ont fait pendant cette période, bon bah là s'il n'y a plus de contre-pouvoir, déjà à l'époque ils avaient déjà censuré les contre-pouvoirs, hein, rappelez-vous, ils avaient fait fermer beaucoup de chaînes, parce que dès qu'il y avait des mots-clés, dès que tu critiquais la gestion, dès que tu critiquais le remède, dès que tu critiquais les effets de ce remède, bon au revoir, bye bye. Ça commence seulement à se débloquer actuellement, mais pour combien de temps? Ça dépend que de Bruxelles et de nos chers compagnons Macron et compagnie, tu vois. Je vais vous faire écouter ce fameux extrait de rapport. Alors, le rapport, je ne vais pas vous le lire en entier. Hein. Je vais juste vous faire écouter un petit extrait sur ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. D'accord? Une des possibilités. Mais en tout cas, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc c'est ce petit passage. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez tout lire, évidemment, et je vous invite à tout lire. Ça sera quand même beaucoup mieux. Mais je vais vous le faire traduire en audio pour que ça soit plus fluide que si c'était moi qui faisais la lecture avec ma voix qui commence à s'enrhumer, parce que je reviens d'un rhume. C'est un peu compliqué de tenir le tempo et la tonalité après un petit moment de vidéo quand même. Donc c'est parti. Vérification d'âge et censure future. La volonté affichée en France d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants et adolescents de moins de 15 ans est la dernière manifestation de la paranoïa aiguë de l'État. Il s'agit d'une tactique à peine voilée visant à contraindre tous les utilisateurs à s'identifier avec sa pièce d'identité biométrique, un moyen de suivre l'activité en ligne de chaque citoyen. La France n'est pas la seule à adopter ce système. L'Espagne, l'Italie, le Danemark et la Grèce s'apprêtent à lancer un programme pilote de vérification de l'âge des mineurs en ligne. Cet effort constitue un élément clé du futur portefeuille européen d'identité numérique, dont la mise en œuvre est prévue pour fin 2026. Quelle sera la prochaine étape? Interdire les VPN et tous les outils de confidentialité en ligne?
L'État français entend aller bien plus loin en permettant à l'Arcom de développer un contre-algorithme qui servira de référence pour détecter les biais dans les algorithmes des plateformes et les contraindre à apporter des corrections, alignant ainsi l'éventail des discours possibles en ligne sur ce que l'État juge acceptable. Autrement dit, tout écart statistique par rapport à la norme imposée par l'État sera qualifié de biais. Cela entraînera l'imposition d'une censure automatisée, avant l'événement au niveau algorithmique, ainsi que des contrôles stricts sur la visibilité des contenus et leur uniformisation sur toutes les plateformes. L'accumulation rapide de ces 4 lois en moins de 4 ans rappelle l'approche adoptée pour les vaccins contre la Covid-19. Lorsqu'ils n'ont pas donné les résultats escomptés, la réponse a consisté à administrer davantage de doses. Ces lois restent largement inapplicables, hormis leurs aspects répressifs dans des affaires très médiatisées. Cet empilement législatif souligne la profonde incapacité des dirigeants politiques et de l'État à appréhender et à s'adapter au monde en évolution, incapables d'élaborer une loi unique et exhaustive pour répondre aux complexités de l'expression en ligne. Ces mesures reflètent plutôt une obsession malsaine pour une censure préventive et automatisée, conçue par des esprits étroits qui confondent la carte avec le territoire et le tableau avec le sujet. Voilà, donc comme ils n'arrivent pas à faire une loi unique qui couvre tout et qui censure tout le monde, eh bien, ils vont y aller beaucoup plus subtilement, en commençant déjà par le contrôle de l'âge, la biométrie, et puis ensuite, eh bien, à développer un contre-algorithme. Alors, vous l'avez vu avec l'Arcom, qui va développer ce contre-algorithme qui servira en fait à détecter les contenus qui ont un biais, qui ne sont pas du coup du bon côté, et qui seront directement supprimés. Et potentiellement, eh bien, les personnes qui émettent ce type d'informations seront peut-être tenus coupables et donc sanctionnés à divers niveaux. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu dans quel délire on va, mais ça commence à faire peur. Alors après, en fait, dans le rapport, on te parle de chat control, etc. Bon, je vous le montre pas puisque chat control a pour l'instant été abandonné, mais je pense qu'il reviendra sous une autre forme. Ça revient toujours par la... Tu te dégages par la porte, ça revient par la fenêtre. Donc forcément, si tu fermes la fenêtre, il y en a une autre qui va s'ouvrir. T'inquiète pas, ils ont tout prévu. Donc on n'aura peut-être pas de chat control, on aura peut-être même pire, mais on sera peut-être même pas au courant parce que cette fois-ci, ils auront le contrôle des réseaux sociaux et donc on n'aura même pas la possibilité de s'opposer à tout ce bordel. Voilà. C'est ça la vérité qu'ils sont en train de faire. C'est qu'en fait, ils sont en train de créer un système qui va leur qui va leur permettre de créer un écran de fumée derrière lequel en fait ils pourront faire ce que tu veux, enfin ce qu'ils veulent. Je commence à fatiguer. Ils pourront faire ce qu'ils veulent derrière cet écran de fumée. Tu ne verras rien. C'est un écran de fumée. Donc par définition, c'est opaque. Et si tu essaies de jeter un petit coup d'œil derrière comme ça, là, tu essaies de passer, il va te prendre une claque dans la tronche, fais demi-tour mon coco, et si tu insistes, tu vas finir en tôle. Voilà, tout simplement. Dites-moi si vous voulez que je traduise ce document. Alors ça va prendre un peu de temps, parce que mine de rien, ça paraît pas, mais c'est un peu long à faire, si on veut que ça soit correct à écouter. Mais c'est un document de 58 pages, dans lequel on développe pas mal tout ça. Il y a même des sources, je pourrais même traduire les sources, mais alors là, ça serait vraiment trop abusé, mais au moins vous pourrez accéder à ces sources. Vous voyez, il y a les liens pour vous permettre d'accéder aux sources qui ont permis l'écriture de ce rapport. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que je le traduise ou pas. S'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent, je le ferai. Si je vois qu'il y a très peu de personnes qui le demandent, je vais un petit peu m'épargner le travail quand même. Je vous inviterai juste à lire dans les commentaires. Bon, il y a plein de choses encore à dire, mais cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc on va éviter de faire une vidéo bien trop longue, sachant que j'ai volontairement tronqué toutes les informations que je voulais vous montrer dans cette vidéo pour en faire plusieurs autres derrière, parce qu'il y a trop de choses à dire en fait. Et si je montre tout, eh bien comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai pour 6 heures, tranquillement. Ça va être compliqué. Il y a des personnes dans les commentaires, qui m'ont demandé beaucoup de faire... Enfin, je vais terminer là parce que je commence vraiment à fatiguer. Il y a des personnes dans les commentaires qui m'ont demandé de faire des vidéos sur le contrôle social, sur le crédit social, sur l'euro numérique, l'identité numérique, etc. Mais vraiment concentré là-dessus, ça arrive. En fait, c'était déjà prévu. J'ai déjà tout prévu, en fait. C'est ça le truc. C'est que ça fait au moins 2-3 semaines que je dois tourner ces vidéos. Et en fait, à chaque fois, il se passe des dingueries, ça avance beaucoup plus vite. Là, je suis tombé malade, du coup, j'ai rien fait. Enfin, tu vois, en fait, j'ai pas assez de temps. Ça avance trop vite pour moi. Il y a quelques années, en fait, ça aurait été tranquille, parce que ça avançait moins vite. Aujourd'hui, il faut une équipe derrière, il faut des gens qui fassent ça toute la journée, sinon c'est pas possible. Évidemment, j'ai pas les moyens de me permettre de faire ça toute la journée, donc je vais pas le faire. Mais en tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de ce contrôle qui arrive, et de cette volonté de censure. Est-ce que vous l'acceptez ou pas, pour les raisons qu'ils ont évoquées, ou pas? Puis voilà, partagez, likez, commentez, mettez-moi des petits cœurs dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de ma compagne, si vous aimez les parfums pour femmes, seulement si vous les aimez, évidemment, sinon ça sert à rien.
J'ai ouvert 2 chaînes, Capsule Rouge. Donc Capsule Rouge, c'est des extraits, des vidéos de 10, 20, 30 minutes que je partage, et ça évite de taper un gros morceau d'1 heure, 1 heure et demie. C'est juste les meilleurs passages, les plus intéressants. Alors pour l'instant, je partage pas trop de trucs dessus parce que j'ai pas trop le temps, mais à terme, ça sera vraiment une chaîne d'extraits régulier. Et ensuite, j'ai fait une autre chaîne, c'est Paroles qui dérangent. Donc c'est celle-ci, je vais vous la mettre sur l'écran. Alors déjà, je vais me mettre comme ça. Voilà, donc Paroles qui dérangent, c'est cette chaîne, c'est la mienne. C'est une chaîne où je partage des extraits qui ont été traduits, ou même des extraits qui sont français, de personnes qui dénoncent le système, ou même des personnes qui font partie du système, qui se trahissent eux-mêmes. C'est un peu le but de cette nouvelle chaîne. Ça vous permettra d'avoir accès à des sources que j'utilise dans la vidéo, et pouvoir les repartager, les regarder sans l'enrobage, etc. Enfin bref, ça vous fait gagner du temps, et puis comme ça, vous pouvez partager les sources facilement à vos amis, vos copains, etc. Bref, sur ce, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera pour d'autres sujets très importants, vous allez voir, je ne sais plus où mettre la tête. Je vous invite encore une fois à mettre des petits cœurs dans les commentaires si vous soutenez mon travail, et puis on se dit à bientôt. Allez, salut.